Je vais accueillir maintenant Monsieur Arnaud Rousseau de la FOP. Vous allez bien? Ça va très bien. Je vais vous donner un micro tout de suite. C'est gentil, Mais merci. vous couvrez, au fur et à mesure que je reçois mes invités, moi, vous avez de plus en plus de pulls, des doudounes, des... Non, Il fait mais froid. on est bien là. On est bien. On est bien, hein. On est sous les lumières. Oui, ici, c'est vrai, il fait à peu près chaud. Alors, Arnaud Rousseau, vous êtes de la FOP, c'est la Fédération française des producteurs d'oléagineux et de protéagineux. Pour être honnête, oléagineux, ça me parle. Protéagineux, ça me parle un peu moins. Alors, les protéagineux sont des plantes riches en protéines. Donc, ce sont en France les pois protéagineux, ce sont les févroles, et puis dans une moindre mesure le lupin. Alors, je vous vois me regarder avec des grands yeux. Alors, je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est. Expliquez-moi. Donc, les pois protéagineux sont des pois qui contiennent des protéines et dont l'objectif est de nourrir le bétail. Tout ce Quel qui- bois, par exemple? Alors, des Quel pois, pois? ça s'appelle des pois protéagineux. Ouais. Donc, ce ne sont pas des pois de conserve, ce n'est pas ceux que vous trouvez avec les carottes dans votre assiette, Ouais. mais ce sont des pois qui sont riches en protéines et qui, une fois écrasés, constituent une partie de l'alimentation animale. Donc, ça sert à nourrir les animaux en protéines. Ce sont des protéines françaises. Elles remplacent notamment le soja qu'on importe des États-Unis ou D'accord. d'ailleurs. Donc, on sait en France produire des protéines à destination de l'alimentation animale. Quelle alimentation animale, c'est-à-dire quels animaux? Alors, notamment les ruminants, mais pas Ouais. seulement. Ça peut être toutes sortes de protéines qui sont fabriquées. Ouais. Une partie aussi peut être exportée. C'est moins vrai aujourd'hui. Et puis les févroles, c'est la même chose, un peu plus riche en protéines. Une partie est consommée en France et en Europe. Et une petite partie part également en Égypte, où nous avons un marché de févroles à destination de l'alimentation humaine, parce que la févrole fait partie de la ration de base de nos amis égyptiens. Et pas nous. Et pas nous. Pourquoi? Et pas nous, parce que ça ne fait pas partie de nos habitudes alimentaires. Ce sont des plantes un peu riches. Ça ressemble à des grosses fèves que vous avez sûrement vues au Maghreb Ouais. ou en Afrique du Nord. Et donc ça peut aussi venir de France. Mais eux, ils viennent les chercher, ils en produisent et ils viennent les chercher chez Alors nous. non, ils n'en produisent pas. Ils viennent les chercher chez nous. C'est Ils en incroyable. produisent très peu. Eh ben oui, Nous, mais- on en produit, on n'en mange pas. Eux n'en produisent pas, ils en mangent. Eh ben oui, ils en produisent un tout petit peu, mais rien à côté de ce qu'ils consomment. Donc ils viennent notamment les chercher chez nous ou chez les Anglais ou d'ailleurs. C'est bon. Écoutez, moi à titre Vous auriez personnel, dû m'en amener. je trouve que c'est... on pourrait vous en amener. Je trouve que c'est un peu bourratif. Mais évidemment, j'ai déjà testé et en tous les cas, ça fait partie de l'alimentation de base D'accord. en Égypte. Voilà. Bon, les oléagineux. Alors là, c'est plus connu. C'est Ouais. le colza. C'est cette fameuse plante qui est jaune au mois C'est d'avril, magnifique mai. hein, Voilà, au printemps, quand Exactement. c'est beau. Mais c'est aussi le tournesol. Ouais. Et puis un tout petit peu de soja qu'on arrive à produire en France, qui est du soja de pays, Ouais. à destination de marchés bien spécifiques de niche d'alimentation humaine. Donc ces plantes-là, elles sont destinées à produire de l'huile essentiellement. Alors elles produisent de l'huile essentiellement, mais pas seulement. On a une partie qui est transformée en huile et l'autre partie qui est du tourteau. Le tourteau, c'est ce qui reste une fois qu'on a extrait c'est cette L'huile. galette là. Exactement. C'est ce qui reste quand vous écrasez une tonne de colza. Ouais. Vous avez 40 à 45% d'huile et le reste, 55%, c'est du tourteau. Et ce tourteau sert aussi à nourrir nos animaux en France. D'accord. On est dépendant en France à peu près à hauteur de 40% d'importation pour la protéine. Ouais. Et donc ce tourteau français de colza, eh ben, il sert à alimenter nos... C'est un peu nouveau ça, non? Alors c'est complètement nouveau. On va dire que depuis une vingtaine d'années, la croissance importante de la production, notamment de colza dans notre grande région nord-bassin parisien, Ouais. a permis à la fois d'alimenter en huile, avec des destinations diverses de l'huile. Ça peut être l'huile alimentaire, mais ça peut être aussi toute la problématique des biocarburants. Quand vous faites le plein de votre voiture au supermarché, comme tous les Parisiens ou comme les gens qui sont autour, eh bien, il y a une partie, il y a 7% du gasoil aujourd'hui qui est fait avec de l'huile renouvelable. Et puis donc, à côté de cette huile, il y a 55% de tourteau qui sert à alimenter notamment nos élevages laitiers. Donc ça vient remplacer le tourteau de soja d'importation. Donc là, les producteurs locaux sont capables de fournir une solution aux éleveurs locaux. Donc on est dans une économie qu'on peut qualifier de circulaire, avec des D'accord. circuits beaucoup plus courts. D'accord. Donc, c'est une stratégie gagnant-gagnant. On a du tourteau, de colza et de tournesol. Et Alors oui, on a les deux, mais principalement du tourteau de colza,
parce que les quantités Ouais. sont nettement plus importantes, mais on peut aussi avoir du tourteau de tournesol. Donc rien ne se perd dans le colza. Rien ne se perd dans le colza, tout est utilisé, à la fois les huiles qu'on imaginait être la partie noble autrefois, mais qui aujourd'hui est largement aussi concurrencée par le tourteau de colza, pour les raisons que je viens de vous expliquer. D'accord. C'est-à-dire que nos éleveurs sont bien contents de trouver un produit tracé local, Bien sûr. garanti sans OGM. Ouais. Donc vous voyez, on est aussi dans une problématique plus large. D'accord, très bien. Bon, alors l'huile, c'est essentiellement de l'huile de consommation alimentaire. Non, pas seulement. C'est évidemment de l'huile de Non, consommation mais en alimentaire. proportion, je disais. Ah ben, la proportion aujourd'hui d'huile destinée aux biocarburants est supérieure à la proportion de nos huiles destinées à l'alimentation humaine En France, en France. dans notre production, dans ce Dans que notre- vous produisez, Dans notre plus production. pour Oui, la voiture. Parce que évidemment, aujourd'hui, le marché de l'huile alimentaire, bah, vous en consommez Oui. quelques litres par an, Oui. alors que le marché destiné à l'énergie, Ouais, c'est énorme. eh ben, c'est un marché nettement plus important. Voilà. D'accord. Ce qu'il faut bien préciser, c'est qu'à aucun moment, on ne sert pas le marché alimentaire. C'est-à-dire que notre Voilà. métier premier, c'est de nourrir les hommes. On est d'accord. Parce Mais que par ça, il y a ailleurs- eu un débat là-dessus. Évidemment qu'il y a eu un débat. Mais les Il y en a agriculteurs, aussi à l'étranger, au Brésil, etc. bien sûr. Pour nous, c'est très clair. C'est d'abord on nourrit On nourrit les hommes d'abord. les hommes et les bêtes, Et les notre bêtes, tourteau de colza. bien voilà. sûr. On nourrit les hommes Et les bêtes, et ensuite les Et voitures. ensuite, on a aussi vocation à participer à la problématique du mix énergétique français. D'accord, très bien. Bon, bah c'est bien. Alors vous participez à l'environnement en même temps. Exactement. Bon. Et alors, en termes de biodiversité, parce que c'est un peu ça qui nous amène ce soir. Bah oui. Bon, en termes de biodiversité, par exemple, le miel français, la première source pour les abeilles, c'est le colza. C'est la Ah, ouais. première chose qui est butinée en France. D'accord. Et donc, nous, on a besoin des apiculteurs Ouais. et des abeilles, évidemment, pour féconder nos colzas, pour que le pollen soit transporté. D'accord. Et les abeilles ont aussi besoin de nos colzas pour pouvoir faire du miel. Voilà, donc vous voyez, la biodiversité, c'est ça aussi. D'accord. C'est la capacité qu'on a à pouvoir sur l'ensemble de nos productions, parce que moi je parle de colza, mais je ne suis pas monoproducteur de colza, je fais aussi du blé, du maïs, des betteraves sucrières, je sais que vous avez reçu tous mes homologues. Et bien sur toutes ces productions, c'est ça aussi la biodiversité, c'est être capable de proposer des solutions à divers maillons de la chaîne. D'accord. Très bien. Les exploitants dans votre domaine d'activité se portent bien? Eh bien, écoutez, en Nord-Bassin parisien, on sort de 2 années qui étaient plutôt bonnes en termes de production. Mais pour qu'une année soit bonne, vous savez, pour un agriculteur, c'est le croisement de 2 choses. La production et les prix. D'accord. Donc, la production a été plutôt bonne l'année dernière, avec des prix qui étaient un peu moins bons. Cette année, on attend une production qui sera, semble-t-il, dans la moyenne. Ouais. Mais pour ce qui est des prix, bah, si vous êtes capable de me le dire, ça m'intéresse. Mais moi, je ne sais pas au moment où je vous parle. D'accord. Ça, c'est l'aléa. Voilà, exactement. Donc merci, vous avez parlé tout à merci l'heure. beaucoup de nous avoir fait découvrir Eh bien, écoutez, votre métier. eh ben, c'était un vrai plaisir. Et puis, j'espère pour que nous les aussi. Parisiens comprendront aussi que pour nous, la biodiversité, c'est pas seulement en parler, c'est la vivre au quotidien. Et Ouais. moi, je les invite à venir nombreux nous poser des questions. Voilà. Voilà. Parfait. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci.